Tout a basculé le jour où j'ai appris que ma grossesse était terminée. Un moment qui a brisé mon équilibre et m'a plongé dans un silence que je ne connaissais pas. Je m'appelle Kelsey et je sortais de la clinique, essayant de calmer ma respiration tout en me disant que je tiendrais le coup jusqu'à la maison. Les mots du médecin résonnaient encore dans ma tête, pesant tellement que je n'arrivais plus à réfléchir clairement, et je n'osais parler à personne d'autre qu'à ma sœur. Pendant notre brève conversation, je lui ai dit seulement ce que je pouvais sans l'interrompre, et je lui ai demandé de garder le secret pour que je puisse reprendre mes esprits avant de répondre aux questions des autres. J'espérais qu'elle me comprenne. Pourtant, avant même d'avoir posé mon sac, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt et des dizaines de messages sont apparus, envoyés par des connaissances qui n'auraient jamais dû être au courant de ma situation. La confusion et le choc ont envahi mon esprit jusqu'à ce que je voie le message expliquant pourquoi on m'avait soudainement contacté. Ma sœur avait publié un long message sur Facebook, demandant des prières pour moi, détaillant des choses profondément personnelles et jamais destinées à être rendues publiques. En lisant ces lignes, j'ai eu l'impression que ma douleur était exposée sans mon consentement, et la trahison me pesait lourdement, difficile à accepter. À cet instant, tandis que mes mains tremblaient sur mon téléphone, je me suis souvenu du secret qu'elle gardait depuis des mois, celui qu'elle espérait ne jamais révéler à ses proches. Je n'avais aucune intention de le dévoiler, mais c'était avant qu'elle ne transforme ma souffrance en spectacle. Avant de continuer, dites-moi quelle heure il est chez vous et de quelle ville vous regardez, car je veux vraiment savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Les tensions entre ma sœur aînée Brianna et moi ne sont pas apparues du jour au lendemain. Et quand je repense à notre enfance dans le sud de Charlotte, je vois bien que chaque désaccord que nous avons aujourd'hui est né d'un terrain déjà fragilisé. Nos parents nous ont élevés dans un quartier où l'apparence et le comportement respectable étaient de rigueur. Et ces attentes nous ont façonnés toutes les deux d'une manière qu'aucune d'entre elles n'a pleinement comprise avant l'âge adulte. Brianna a très tôt compris que ses parents étaient sensibles au charme et à une présentation soignée, tandis que je misais sur l'effort et le pragmatisme, car je ne me sentais pas capable de rivaliser avec l'intelligence qui l'entourait presque naturellement. Maman adorait présenter Brianna lors des événements communautaires, car les professeurs et les voisins louaient ses bonnes manières, son écriture soignée et sa façon élégante de s'adresser aux adultes. Ma sœur a rapidement découvert qu'il y avait des avantages à soigner son apparence et elle a appris à la cultiver avec soin. Elle est devenue experte dans l'art d'adapter son comportement pour susciter l'admiration, créant une atmosphère où chaque compliment qu'on lui adressait me rappelait que je devais faire mieux. Je ne pense pas que Brianna ait voulu me mettre à l'écart, mais ma place dans la famille était définie par la comparaison plutôt que par l'individualité, et ce poids a façonné toute mon estime de moi pendant des années. En grandissant, j'ai consacré mon énergie à mes études et à mes ambitions professionnelles, car la réussite me semblait le seul domaine qui m'appartenait pleinement. Ma mère reconnaissait parfois mes réussites scolaires, mais ses réactions n'ont jamais égalé l'enthousiasme qu'elle réservait aux succès sociaux de Brianna. Ma sœur a perçu cette dynamique et l'a exploitée, développant le désir de contrôler chaque histoire liée à notre vie de famille. Elle corrigeait souvent les autres pour des malentendus mineurs à notre sujet ou insistait pour que les situations soient expliquées de manière à préserver son image. Lorsqu'elle se sentait ignorée ou remise en question, elle réagissait en se mettant en avant et en me présentant comme celle qui manquait de chaleur ou de charme. Ces moments se sont accumulés en moi, créant une distance qu'aucune d'elles ne pouvait ignorer. Lorsque mon beau-frère Jordan est entré dans leur vie, il était convaincu que Brianna était réellement aussi douce et sincère qu'elle en avait l'air. Il l'avait rencontrée lors d'un projet de bénévolat dans un refuge local, et il m'avait dit un jour qu'elle semblait être une personne qui simplifiait la vie. Il admirait son assurance et son calme lors des conversations, et je me souviens avoir pensé que son admiration venait simplement de la version idéalisée qu'elle offrait d'elle. Je ne me suis pas impliqué car leur relation ne me concernait pas. Pourtant, voir quelqu'un croire sincèrement en cette façade parfaite a accentué mon propre sentiment d'invisibilité. Au fil du temps, Brianna a fait des réseaux sociaux le prolongement de l'image qu'elle projetait au monde. Elle soignait chaque instant, chaque tenue, chaque interaction avec une telle méticulosité que sa présence en ligne est devenue le reflet idéal de la femme qu'elle voulait donner. Pour elle, l'honnêteté signifiait protéger les autres de la négativité, ce qui impliquait de taire tout ce qui pouvait ternir son image de stabilité. Elle surveillait les commentaires sous ses publications, modifiait sans cesse ses légendes et considérait chaque insulte perçue comme une menace pour son image publique. La distance entre nous s'est creusée car je ne pouvais me résoudre à une réalité où l'apparence primait sur la sincérité. Bien que nous ayons grandi sous le même toit, nos valeurs ont fini par nous séparer bien plus que la distance physique. J'ai appris à protéger ma vie privée car c'était le seul domaine que Brianna ne pouvait ni modifier ni remodeler. Je respectais les limites personnelles et évitais d'exposer les faiblesses des autres. Mais Brianna semblait convaincue que les histoires n'existaient que pour être mises en scène à son avantage. Bien avant le jour où elle a publié sans hésiter mon expérience la plus douloureuse en ligne,
J'avais déjà reconnu les signes d'une personne qui privilégiait le contrôle à la compassion. Cette reconnaissance a été à l'origine de tous les conflits qui ont suivi. Et même si je ne m'attendais pas à ce que la situation dégénère aussi dramatiquement, je ne peux nier que les germes étaient visibles bien avant que quoi que ce soit ne soit rendu public. Quelques jours avant que tout ne s'effondre, j'ai remarqué un changement discret dans mon corps qui m'a mise mal à l'aise d'une manière inexplicable. Ce malaise était d'abord subtil, mais il avait une intensité telle que j'ai pris rendez-vous, car il ne me semblait plus judicieux de l'ignorer. En arrivant à la clinique, l'atmosphère de la salle d'attente était étrangement pesante, même si j'essayais de mettre cette tension sur le compte de mon anxiété plutôt que sur le signe de quelque chose de plus grave. J'ai subi les examens de routine avec un étrange mélange d'espoir et de peur, jusqu'à ce que le médecin entre avec un regard qui m'a coupé le souffle. La confirmation que la grossesse ne pouvait pas se poursuivre m'a figé dans un instant qui m'a paru durer une éternité. Aucun bruit dramatique ne résonnait dans la pièce, seulement l'explication monocorde de ce qui allait se passer, ce qui rendait la situation encore plus surréaliste. Je me souviens m'être agrippé à l'accoudoir du fauteuil comme à un point d'ancrage, même si rien ne parvenait à me calmer ce jour-là. En sortant après la visite, le temps semblait déconnecté de ce que je portais en moi, tandis que le monde continuait de s'écouler à un rythme qui ne correspondait plus au mien. Maman a appelé peu après et, bien qu'elle ait confirmé la situation, sa voix avait un ton pragmatique, insistant surtout sur le fait que je n'avais pas encore informé Brianna. L'appel fut si bref que le poids émotionnel reposa entièrement sur mes épaules. Pourtant, je ne savais pas comment formuler une demande plus profonde. Papa m'a contacté plus tard sur le même ton et, bien qu'il ait posé quelques questions, l'attention s'est à nouveau portée sur l'attente que Brianna soit mise au courant. Je comprenais qu'il comptait beaucoup sur elle pour percevoir ses émotions, mais leurs réponses n'en ont pas moins accentué le sentiment d'isolement qui avait commencé plus tôt dans la matinée. Brianna m'a appelé ce soir-là d'une voix mêlant compassion et jugement discret, créant une tension qui m'a épuisé plus encore que l'appel lui-même. Elle a fait des remarques sur le fait que je devrais mieux prendre soin de moi, ce qui m'a semblé déplacé dans ce moment déjà empreint de chagrin. Je lui ai rappelé que j'avais besoin d'espace et que garder la situation privée me permettrait de digérer tout cela sans pression supplémentaire. Bien qu'elle ait acquiescé verbalement, quelque chose dans son ton m'a fait douter. Considérait-elle ma demande comme une gêne plutôt que comme un véritable besoin? J'ai passé la journée suivante à essayer de me reposer, car mes émotions étaient instables et les tâches les plus simples me paraissaient insurmontables. Mon téléphone est resté en mode silencieux, car je n'avais pas l'énergie de parler et je recherchais un coin tranquille où rien n'exigeait de réponse de ma part. C'était ma première tentative de silence depuis la réunion, et j'espérais que la distance apaiserait suffisamment mon esprit pour que je retrouve un sentiment de contrôle. Plus tard dans la soirée, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai vu défiler un flot de notifications plus vite que je ne pouvais les traiter. Des messages emplis d'inquiétude, de confusion et de conseils non sollicités ont envahi mon écran, me brisant le cœur avant même que je comprenne d'où ils venaient. Une amie m'a envoyé une capture d'écran de la publication publique de Brianna, dans laquelle elle demandait à ce qu'on prie pour moi tout en partageant des détails que je n'avais jamais eu l'intention de révéler. Le choc a provoqué un mélange intense de douleur et de colère, car cette demande de confidentialité n'était pas une simple suggestion. Voir des inconnus discuter d'une chose aussi personnelle a fait naître en moi une vague de vulnérabilité plus forte que tout ce que j'avais ressenti depuis notre rencontre. À cet instant, j'ai réalisé à quelle vitesse une limite pouvait être franchie par quelqu'un qui pensait que sa version du soutien importait plus que mon droit à la vérité. Cette nuit-là est devenue encore plus insupportable, la situation dégénérant en une situation que je n'aurais jamais imaginée. J'ai essayé de me calmer après le choc initial. Pourtant, les notifications continuaient de se multiplier à un rythme effréné, m'empêchant de retrouver la moindre sérénité. Lorsque j'ai finalement trouvé le courage de rouvrir mes réseaux sociaux, j'ai découvert que Brianna avait encore aggravé le chaos. Elle a créé une cagnotte en ligne à mon nom, en mentionnant ma situation et en se présentant comme la sœur dévouée qui voulait me soutenir face à une perte insupportable. La page de la cagnotte contenait des détails intimes que j'avais précieusement gardés, et les voir affichés sans mon consentement a provoqué une douleur profonde qui me transperçait. Je me sentais réduite à un rôle destiné à améliorer sa réputation plutôt qu'à reconnaître ma propre souffrance. En faisant défiler la page, j'ai vu que Brianna avait déjà publié plusieurs mises à jour concernant la cagnotte. Le moment le plus poignant est survenu lorsqu'une notification m'a annoncé qu'elle avait lancé une diffusion en direct à mon nom, avec une légende sur la guérison par la communauté. J'ai cliqué dessus et je l'ai vu parler d'un ton assuré qui contrastait fortement avec l'angoisse que je ressentais en silence. Elle a relayé des informations médicales précises et des difficultés émotionnelles que je n'avais jamais partagées publiquement, et elle a présenté ces détails comme s'ils n'existaient que pour créer un effet dramatique. Sa voix tremblait à des moments choisis avec soin lorsqu'elle encourageait les spectateurs à faire un don, rendant la scène encore plus troublante.
Chaque minute qu'elle passait renforçait mon sentiment que ma douleur était devenue un outil de promotion pour elle. Le lendemain matin fut encore plus difficile à mon arrivée au travail. Mon collègue Griffin m'aborda, l'air soucieux, et me confia avoir vu la cagnotte circuler en ligne. Sa voix trahissait une réelle inquiétude, et malgré ses efforts pour être délicat, je me sentais isolé dans un espace où, d'ordinaire, je gardais le contrôle. Cette conversation fit ressurgir le malaise qui s'était installé en moi, et je compris que Brianna avait empiété sur des aspects de ma vie qui ne lui appartenaient pas. Je m'éloignai de mon bureau, espérant qu'une courte promenade apaiserait l'humiliation qui me pesait depuis le matin. Plus tard dans l'après-midi, mon amie Tessa arriva chez moi après avoir entendu parler de la situation par des collègues qui avaient suivi la diffusion en direct. Son calme contrastait avec le chaos ambiant, et ses premiers mots m'encouragèrent à sortir de mon isolement, car le silence ne faisait que renforcer l'emprise de Brianna sur l'histoire. Tessa me rappela que la vie privée devait être respectée, surtout en période de deuil, et elle m'exhorta à reprendre le contrôle avant que la situation ne s'aggrave. Son soutien m'a aidé à calmer ma respiration, même si le poids de tout ce que Brianna avait fait pesait toujours lourdement sur moi. Ce soir-là, mes parents ont essayé de me joindre, mais au lieu de reconnaître le mal qui avait été fait, ils ont défendu Brianna comme si ses intentions justifiaient les conséquences. Ils ont dit qu'elle agissait par amour et ont insisté pour que j'apprécie ses efforts pour mobiliser du soutien. Leurs paroles ont suscité une profonde frustration, car l'attention restait focalisée sur la protection de Brianna plutôt que sur la reconnaissance du fait que ses actions avaient franchi mes limites. J'ai tenté d'expliquer que sa collecte de fonds et sa diffusion en direct avaient franchi des limites infranchissables, mais la conversation n'a apporté aucune compréhension réelle. Elle s'est terminée avec un sentiment de solitude encore plus grand, comme si ma voix avait moins de valeur que l'image que Brianna projetait au monde. Alors que le silence retombait dans mon appartement, l'épuisement me paraissait plus lourd que tout ce que j'avais ressenti depuis ma visite chez le médecin. Ma douleur n'était plus une affaire privée, car Brianna l'avait transformée en contenu public à son avantage. Cette prise de conscience m'a forcé à affronter la vérité. Le silence ne ferait qu'aggraver les choses. Le besoin de reprendre le contrôle de mon histoire s'est imposé de lui-même, d'une manière que je ne pouvais plus ignorer. Quelques jours plus tard, par un après-midi étrangement plus calme que les précédents, j'assistais à un événement d'entreprise réunissant des employés de différents services. J'essayais de me fondre dans la masse, car les interactions sociales m'épuisaient encore. Pourtant, je savais bien qu'éviter les gens indéfiniment n'était pas une option réaliste. Tandis que je me frayais un chemin à pas mesurer dans la foule, j'ai entendu quelqu'un m'appeler d'un ton familier. En me retournant, j'ai reconnu un collègue nommé Cad, qui avait rejoint une autre équipe quelques mois auparavant. Il m'a salué d'un sourire chaleureux qui contrastait avec la tension persistante dans ma poitrine. Cad a mentionné avoir vu mon nom sur les réseaux sociaux récemment, ce qui a fait battre mon cœur plus vite, mais j'ai réussi à garder une voix suffisamment calme pour répondre poliment. Alors que nous discutions tranquillement du travail et des projets en cours, Cad s'est interrompu, son regard se posant sur une photo encadrée près de l'espace rafraîchissement. La photo avait été prise lors d'un précédent événement caritatif, et Brianna y figurait car elle avait commencé à travailler avec moi cette année-là. Cad la fixa un instant avant de mentionner qu'il l'avait reconnue d'un voyage d'affaires que son équipe avait effectué plus tôt dans l'année. Il expliqua que l'entreprise logeait ses employés en chambres partagées pour réduire les frais de déplacement et qu'il se trouvait justement dans le même hôtel qu'elle. Cad poursuivit son récit, sans se rendre compte à quel point je serrais mon verre. Il décrivit la situation avec désinvolture, mais un détail me frappa de plein fouet lorsqu'il mentionna avoir vu Brianna quitter le salon de l'hôtel tard ce soir-là avec quelqu'un de son équipe. Lorsqu'il ajouta qu'elle était réapparue le lendemain matin, prenant l'ascenseur avec la même personne, une alarme silencieuse retentit dans ma tête. Je posai une question prudente pour confirmer s'il se souvenait du nom de cette collègue. Cad essaya de s'en souvenir avant de donner une description qui correspondait à quelqu'un que Brianna avait un jour affirmé connaître à peine. Cette réalisation me fit monter la gorge, mais je gardai une expression suffisamment neutre pour dissimuler la tempête qui grondait en moi. Cad n'y prêta aucune attention et reprit la discussion sur son nouveau poste. J'acquiesçai, mes pensées vagabondant dans un labyrinthe de possibilités qui, désormais, ne me semblaient plus relever de la simple spéculation. Je m'excusai peu après avoir répondu à un appel, car traiter ces informations nécessitait de la discrétion. En rentrant chez moi ce soir-là, le silence régnait dans l'appartement, me permettant d'examiner de plus près mes soupçons grandissants. Je fouillai dans un dossier que Brianna avait laissé chez moi quelques mois plus tôt, lorsqu'elle y entreposait temporairement des documents personnels en raison de travaux. Je l'avais ignoré pendant des mois, n'ayant jamais eu besoin de quoi que ce soit. Mais le souvenir des remarques de Cad me conduisit vers la petite pile de reçus et d'impressions d'itinéraires de voyage qu'elle y avait négligemment fourrés.
Je dépliai une facture d'hôtel et remarquai immédiatement des frais pour un deuxième client, facturé sous un autre nom. L'horodatage correspondait au voyage d'affaires mentionné par CAD, et cette découverte me serra la poitrine. Je continuai à fouiller le dossier et découvris une série de captures d'écran de SMS qu'elle avait imprimées pour des raisons qui m'échappaient. Le ton des messages contrastait avec l'image saine qu'elle projetait en public. Les échanges étaient affectueux, intimes et chargés d'implications qui dissipaient les derniers doutes quant à ce qu'elle cachait. Chaque phrase s'inscrivait dans une vérité plus vaste, révélant une Brianna bien plus conforme à la sœur que je soupçonnais en silence depuis des années. À mesure que la vérité s'imprégnait, la douleur de la trahison initiale fit place à une clarté saisissante qui éclaira d'un jour nouveau tout ce qu'elle m'avait fait récemment. Sa collecte de fonds, son direct et sa manipulation constante de l'attention publique. Tout cela n'était pas un acte isolé, mais le prolongement d'une identité construite de toutes pièces, soigneusement entretenue pour détourner l'attention de ses propres faiblesses. Cette révélation provoqua en moi un changement radical, remplaçant le chagrin par une stabilité inébranlable. Comprendre la vérité n'apaisa pas la douleur qu'elle m'avait infligée, mais cela me donna l'impulsion nécessaire pour réagir, une réaction que je ne pouvais plus réprimer. Le matin venu, une clarté m'incita à prendre une décision que j'avais trop longtemps repoussée. Assise à ma table de cuisine, le poids de la semaine précédente pesait sur moi avec une intensité implacable. À cet instant, je savais que le silence ne ferait qu'aggraver la blessure que Brianna avait infligée à ma vie. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à organiser chaque capture d'écran, factures, messages, conversations et horodatage que j'avais découvert durant les jours chaotiques qui ont suivi mon deuil. Mes mains tremblaient, non par peur de la confrontation, mais sous la conviction grandissante que la vérité ne pouvait plus rester enfouie sous la façade lisse de Brianna. Une fois tout organisé chronologiquement, j'ai rédigé un message exposant les faits sans fioriture. J'y décrivais la cagnotte qu'elle avait créée sans mon consentement lors de la diffusion en direct où elle avait partagé des détails intimes pour susciter la compassion, ainsi que les messages révélant ses nuits avec un autre homme que son mari. J'ai joint les reçus d'hôtel mentionnant 2 personnes dans la chambre qu'elle prétendait avoir occupée seule lors de son voyage d'affaires. J'ai joint les photos qu'elle m'avait demandé de supprimer, craignant qu'elles ne soient mal interprétées. J'ai ajouté l'échange de SMS où elle confirmait le nom de son compagnon, persuadée que ces messages resteraient à jamais cachés. Les preuves formaient un récit qu'elle ne pouvait plus manipuler. Une fois la publication terminée, j'ai identifié Jordan pour qu'il puisse accéder directement à la vérité, sans qu'elle soit filtrée par les explications habituelles de Brianna. Mon doigt a hésité un instant au-dessus du bouton « Publier » avant que je ne clique dessus avec une détermination qui m'a moi-même surprise. Le message est apparu instantanément et, en quelques minutes, il s'est propagé dans notre communauté, dépassant tout ce que Brianna avait réussi à faire lors de ses mises en scène théâtrales de la semaine précédente. La publication de Brianna, consacrée à la prière, a disparu peu après que la mienne ait commencé à attirer l'attention, confirmant ainsi qu'elle avait déjà compris l'importance de mes révélations. Mon téléphone vibrait sans cesse, signalant des appels et des messages, même si aucun ne venait d'elle. La sonnette a retenti à l'improviste et j'ai trouvé mes parents dehors, le visage crispé et mal à l'aise. Ils sont entrés avant même que je puisse les inviter, la déception dans leurs yeux se propageant dans la pièce comme un verdict sans appel. Maman a insisté pour que je supprime immédiatement la publication, car elle pensait qu'elle anéantirait tout ce que Brianna avait construit au fil des ans. Elle parlait de réputation, de communauté, de statut social et d'unité familiale, tout en refusant de reconnaître le mal que Brianna m'avait fait pendant la période la plus fragile de ma vie. Papa a ajouté que j'aurais dû confronter Brianna en privé plutôt que de l'humilier en ligne, alors même qu'il n'avait manifesté aucune urgence à me défendre lorsqu'elle avait exprimé publiquement ma douleur. J'ai écouté sans les interrompre, car leur réaction révélait ce que j'avais toujours su de la hiérarchie au sein de notre famille. L'image de Brianna comptait plus que ma souffrance, et il s'attendait à ce que j'accepte silencieusement les conséquences afin de préserver l'illusion qu'il chérissait. Lorsque j'ai finalement répondu, ma voix était d'une assurance inattendue. Je leur ai dit que je ne supprimerais pas la publication, car la vérité avait enfin détrôné le récit qu'elle s'était forgé. Leur choc s'est accentué, mais je me sentais plus légère que depuis des jours. Plus tard dans la soirée, j'ai appris que Jordan avait fait sa valise et avait quitté la maison sans donner la moindre explication à Brianna. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle dispute, et pour la première fois depuis le début, elle perdit le contrôle. La vérité avait atteint celle qui méritait le plus de la connaître, et les conséquences s'étaient déroulées sans que je puisse intervenir. 2 jours après la diffusion de mon message à travers la ville, le poids de tout cela m'a submergé d'une manière à laquelle je ne m'étais pas préparé. Dès mon réveil, mon téléphone était inondé de messages, chaque vibration annonçant une nouvelle tentative de Brianna pour me joindre.
Son premier SMS est arrivé avant l'aube, un mélange de panique et d'épuisement qui s'intensifiait à chaque message. Elle insistait sur le fait qu'elle n'arrivait pas à dormir car Jordan avait fait ses valises et était parti sans lui laisser le temps de s'expliquer. Elle me demandait de croire qu'elle n'avait jamais imaginé que sa vie puisse s'effondrer si vite. Puis sont arrivés ces messages vocaux, ponctués de silences tremblants, comme si elle luttait pour tenir debout en les enregistrant. Elle répétait qu'elle n'avait plus rien à quoi se raccrocher, me suppliant d'arrêter les dégâts avant qu'ils ne soient irréversibles. Son désespoir s'intensifia lorsqu'elle révéla la perte d'un important contrat de sponsoring qu'elle avait mis des mois à obtenir. La marque l'avait appelée le matin même pour annuler le contrat après avoir examiné les captures d'écran qui circulaient. Elle expliqua que ce projet était censé lui assurer des revenus pour la saison à venir et insista sur le fait que son image publique ne se remettrait peut-être jamais de ce scandale. Plus elle parlait, plus il devenait évident qu'elle se souciait moins de la vérité que de la façon dont sa réputation, si soigneusement bâtie, allait s'effondrer. J'écoutais chaque mot dans un silence absolu, ayant déjà accepté que sa peur ne pouvait compenser les conséquences qu'elle engendrait. À midi, je reçus un appel de mes parents. Maman essaya d'adoucir son ton, mais sa déception transparaissait dans chacune de ses phrases. Elle insista sur le fait que les familles devaient se protéger mutuellement, même en cas de conflit, surtout lorsque des personnes extérieures commençaient à se faire une opinion. Papa me demanda si j'avais réfléchi à l'ampleur que l'histoire pourrait prendre, si je laissais la publication en ligne et si je comprenais l'humiliation que Brianna subissait alors que sa vie s'écroulait. Aucun d'eux ne s'enquit de mon état émotionnel ni du silence que j'avais dû supporter pendant que Brianna exploitait mon chagrin. Leur principale préoccupation tournait autour de l'image de notre famille et de la possibilité que leur nom soit associé au scandale. Je restais mesuré dans mes réponses, car je ne m'attendais plus à ce qu'ils comprennent l'ampleur de la trahison que j'avais subie. J'ai rappelé à mes parents que Brianna avait violé ma vie privée à l'un des moments les plus douloureux de mon existence, puis avait choisi d'exploiter cette violation en un spectacle qui profitait à sa notoriété en ligne. J'ai expliqué que ma décision de parler n'était pas un acte de vengeance, mais une façon de poser des limites face à un manque de respect répété. Mes parents ont marqué une pause, comme s'ils cherchaient un contre-argument. Pourtant, aucun des deux n'a pu justifier les agissements de Brianna. Le silence qui a suivi n'a fait que souligner leur refus d'admettre la vérité lorsqu'elle menaçait l'image à laquelle ils tenaient. Tout au long de la soirée, Brianna a continué à tenter de me persuader, ses messages oscillant entre excuses, panique et soudaine tentative d'autojustification. Elle insistait sur le fait que la situation s'envenimait parce que je refusais de régler le conflit en privé. Elle prétendait que j'aurais dû la confronter au lieu de tout révéler en ligne, comme si la révélation de sa liaison importait plus que la trahison qui l'avait précédée. Son raisonnement suivait le même schéma que j'avais observé tout au long de notre vie. Elle s'attendait à être protégée des conséquences car sa famille l'avait toujours considérée comme digne de protection. J'ai lu lentement son dernier message, sans éprouver la moindre satisfaction à voir son monde si soigneusement construit s'effondrer. Je comprenais simplement qu'elle avait atteint l'issue inévitable de ses choix. Ma réponse fut simple et sans appel. Je lui ai dit que je ne supprimerais pas la publication et qu'elle devait accepter la réalité qu'elle avait créée. Sa réponse arriva quelques minutes plus tard, empreinte d'incrédulité plutôt que de colère, comme si elle avait enfin compris que son influence n'avait plus aucun poids sur moi. Cette nuit-là, la pression qui m'entourait ne me semblait plus suffocante. Elle était devenue libératrice. Je savais exactement où j'en étais et ce que je n'étais plus disposé à supporter. Lorsque le tumulte commença enfin à s'apaiser, je compris qu'il était temps de prendre la décision finale. J'avais passé tant de jours dans une tension insoutenable que je reconnaissais à peine mes propres réactions. Pourtant, une rare lucidité m'envahissait. Tout ce qui s'était passé m'avait poussé à examiner ce que j'avais toléré trop longtemps et ce que je ne pouvais plus supporter. Je savais que j'avais besoin de silence, de distance et d'espace pour me reconstruire. Et le seul moyen d'y parvenir était de fermer les portes qui m'avaient vidé de mon énergie. Le premier pas fut simple en apparence, mais lourd de sens. J'ai coupé tout contact avec Brianna et Jordan, et j'ai limité mes échanges avec mes parents au strict nécessaire pour des raisons pratiques. Il n'y a pas eu d'annonce fracassante ni de longues explications, car j'avais déjà tout dit de manière claire et sans ambiguïté. Plus je repensais aux événements, plus il me paraissait évident que mon bien-être ne s'améliorerait jamais si je continuais à accepter les mêmes schémas. Mes limites avaient été franchies à maintes reprises, et j'en étais arrivé au point où me protéger primait sur le maintien d'une apparence d'harmonie. Les nouvelles concernant Brianna et Jordan devenaient de plus en plus difficiles à ignorer, car des connaissances communes continuaient de m'envoyer des nouvelles. Leur séparation s'était transformée en une procédure juridique structurée, impliquant des avocats, et chaque étape semblait creuser le fossé entre eux. Je ne me réjouissais pas de l'échec de leur mariage, car la vérité était plus complexe que la satisfaction ou la colère. Ce que je ressentais le plus fortement,
C'était une certaine distance, comme si le chaos qui m'avait autrefois consumé s'était suffisamment éloigné pour que je puisse enfin respirer. Les conséquences leur incombaient, pas à moi, et je refusais d'assumer la responsabilité de choix qui n'avaient jamais été les miens. L'image publique de Brianna était gravement ternie, plusieurs partenaires ayant mis fin à leur collaboration avec elle. J'ai vu des captures d'écran de personnes qui suivaient son travail, et chaque message exprimait le même sentiment. La communauté qu'elle avait soigneusement cultivée ne la voyait plus sous l'angle qu'elle souhaitait, et le contraste entre le personnage qu'elle présentait et les actes qu'elle dissimulait était devenu impossible à ignorer. Je n'ai pas participé à leurs attaques, et je n'ai plus pris la parole, car la vérité était désormais au grand jour. J'arrive maintenant à m'approcher d'un bon médicament pour ma cuisson et d'une focusrad en attendant de pouvoir le faire. Thérapie blev en central del av min routine. Jusqu'à ce que le voyage se fasse avec l'arrivée d'un jour, j'ai eu un minimum de temps pour obtenir une meilleure stabilité dans ma famille. Au cours de l'heure du marché, mon stress a été normalisé et j'ai commencé à lancer ce monstre au format de réaction. Jag arbetade med att identifiera skills mellan förlåtelse och självuppgivenhet. Jag lärde mig att återuppbygga mitt självförtroende utan att förlita mig på någons godkännande. Cette session commence par avoir un peu d'intégrité et une grande capacité d'apprentissage, s'approchant et relationnant le cours de la journée de ma part avec la Gina d'Andra. La situation n'est pas proche de celle d'un homme qui a du mal à désirer quelque chose qui l'a amené à le faire. Sanningen avait des moyens de s'en sortir, et la société avait des moyens naturels. C'est comme ça que j'ai le plus de contrôle sur ma vie. J'ai trouvé qu'il était possible de s'en occuper, mais le ciel s'est approché de nous, souvent, pour aller à l'Osanliga Furby. Une fois que je suis tombé sur un chaosé avec mon stade, j'ai vérifié que j'avais une bonne idée de la ligne avec ce que j'avais à faire. Beaucoup d'entre eux sont en train de se rapprocher de leur relation Sudar Grandsen Melanstedojskada. La famille a soudainement compris la réponse à une autre personne en ce qui concerne sa valeur, et elle a gardé son intégrité dans la gestion de sa réponse. Tystnad kan bevara friden för ett ögonblick, men sanningen är ofta den enda vägen till långsiktig trygghet. Läkning börjar när du slutar ta på dig skulder som inte tillhör dig. Tack för att du tog dig tid att lyssna på min berättelse. Att dela den har divers ett svårt meningsfullt steg och jag uppskattar varje person som närmar sig den med ett öppet sinne. J'ai le crâne en train d'avoir un tank, une perspective et un aperçu qui résonnent avec la fouille. Dina réfléchit jusqu'à ce qu'elle se mette en place pour améliorer le niveau de la ligue, elle peut être avec des employés.